Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Jean-Luc Tary. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Luc Tary, vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise française et vous venez aujourd'hui nous présenter votre ouvrage « L'homme blanc déshumanisé », publié chez Godefroy de Bouillon, disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Jean-Luc Tary, vous attaquez les progressistes, cette idéologie dès le début de votre ouvrage. Vous dites ceci: les progressistes sont restés enchaînés au traumatisme hitlérien. Je vous cite: ils estiment être dans la bonne direction en faisant le contraire d'Hitler. Pourquoi dites-vous qu'ils ont tort ? Je parle de faschophobie, c'est-à-dire d'une obsession vis-à-vis d'Hitler, un rejet obsessionnel d'Hitler. Et ce sentiment, cette passion les conduit à vouloir absolument faire le contraire d'Hitler. Donc Hitler a stigmatisé certaines catégories de la population dans les années 30 et 40. Et donc il faudrait, par opposition à Hitler, faire le contraire, c'est-à-dire s'ouvrir à la diversité, accueillir l'immigration, parce que Hitler a été bien sûr opposé à ce genre de choses. Il s'adressait à la majorité de la population qui à l'époque était blanche et chrétienne en Allemagne, et puis maintenant, donc, il faudrait faire le contraire, accepter toute la diversité. Et même l'idéal à venir, le paradis à atteindre, c'est une société où les blancs deviendraient minoritaires. Comme ça, le discours hitlérien ne serait même plus entendable, ne serait même plus intelligible, puisqu'il n'y aurait plus que des minorités qui cohabiteraient plus ou moins pacifiquement. Et c'est pour cela que cette perspective me paraît un peu audacieuse. Et au nom de l'antifascisme, on débouche sur une société qui me paraît très difficilement vivable, avec beaucoup d'affrontements communautaristes, en vérité. Alors Hitler était, rappelons-le, national-socialiste, donc une partie de son idéologie était nationaliste, avec donc une espèce d'idéologie autour de la frontière. Par contre, ils ne veulent pas faire le contraire du socialisme, les progressistes. Oui, souvent ils viennent du socialisme. À leur jeunesse, il y a beaucoup qui étaient trotskistes, communistes, castristes, etc. Beaucoup d'entre eux, des 68ards, ont dans leur jeunesse flirté avec des idéologies totalitaires. Et ça leur pose un petit problème, justement, d'avoir cette étiquette socialiste. C'est le national-socialisme leur pose un problème, plus exactement la partie socialiste leur pose un problème. Donc ils ne veulent absolument pas être nationalistes. Sinon, ils seraient socialistes plus nationalistes, c'est-à-dire hitlériens. Donc ils sont dans l'obligation de s'opposer férocement au nationalisme. Sinon, de leur point de vue, ils seraient socialistes plus vraiment nationalistes en même temps. Ça veut dire hitlériens. Et donc, ils sont sans arrêt dans la surenchère contre le nationalisme, c'est-à-dire pour le cosmopolitisme, le multiculturalisme. Ils affichent leur opinion cosmopolite, mondialiste, avec fierté. Ils se prouvent à eux-mêmes, en fin de compte, qu'ils ne sont pas fascistes, qu'ils ne sont pas hitlériens. Et le fascisme, à l'époque, rappelons-le, était une réaction, en tout cas de la part de Benito Mussolini, au matérialisme, à l'individualisme. Tout à fait. C'est un socialiste qui est devenu, par la suite, qui a fait une chose horrible du point de vue de Lénine. Il a fait alliance avec la bourgeoisie d'affaires de l'époque. À partir de 1920, Lénine a demandé aux socialistes européens de le rejoindre pour faire la révolution mondiale. Et Mussolini a dit non. C'est hors de question. Et non seulement il s'est opposé aux communistes, mais en plus il a fait alliance avec la bourgeoisie de l'époque pour empêcher les communistes italiens de prendre le pouvoir. Donc pour Lénine, c'est le mal absolu, c'est l'incarnation du mal. Et Lénine, pour bien marquer son opposition, pour bien diaboliser le fascisme mussolinien, a décrété que ce fascisme était à l'extrême droite. En vérité, le fascisme n'a jamais été à l'extrême droite. Mussolini était un gauchiste, il a fait alliance avec le centre droit, la bourgeoisie d'affaires, pour lutter contre l'extrême gauche communiste. Alors, le point de vue de Lénine, c'est en effet une abomination, c'est l'horreur absolue. Donc l'extrême droite égale le monstre absolu. Mais aujourd'hui, continuer à répéter cette propagande, ça me paraît totalement dépassé et absurde. C'est la propagande stalinienne de dire que tous ceux qui ne sont pas communistes sont des fascistes. Voilà. Tous ceux qui s'opposent au communisme sont des fascistes, et en particulier les socialistes qui ont trahi Lénine, dans son esprit. Alors vous évoquez également la révolution progressiste de mai 68 en disant que les événements qui ont entouré mai 68 sont l'aboutissement d'un long processus. C'est quoi ce processus? Il part d'où? Quelles sont ses idéologies? Il remonte à plusieurs siècles en arrière. Il y a le romantisme, qui est une exaltation de l'individu, de la passion amoureuse, etc.
Et puis les libertins de la philosophie libertine, le marquis de Sade, qui va exalter finalement les passions amoureuses, même si elles sont un peu déviantes. Tout devient autorisé, tout devient magnifié dans ses livres. Et donc, oui, il faut lire Justine. Voilà. Justine, c'est... Oui, par exemple. Et donc il y a un courant intellectuel qui favorise finalement l'éclosion de la libération sexuelle qu'on va connaître dans les années 60-70. Alors, cette révolution sexuelle, la révolution féministe issue de mai 68, pourquoi dites-vous qu'elle s'est imposée aux enfants? Alors là, je reprends un ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande, où elle explique sa jeunesse. Donc cette femme est née en 75 dans un... Donc la fille de Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Donc elle a écrit un livre et donc elle explique sa jeunesse dans un milieu relativement favorisé. Et dans certaines... Alors, le prince, c'est pas Bernard Kouchner qui est visé. Hein. Bon, il apparaît autoritaire, assez dogmatique d'après elle, quand il était avec ses enfants. Mais en fait, le principal acteur, c'est le beau-père. Donc sa mère va quitter Bernard Kouchner pour avoir un autre compagnon. Et c'est ce beau-père-là qui finalement aurait pratiqué des attouchements envers son frère jumeau. Et donc ça fait un petit scandale médiatique quand ça s'est su. Et c'est cela qui est finalement décrit dans son livre. Ce beau-père qui s'appelle... Non, je ne citerai pas le nom. D'accord. On en a entendu parler voilà, il y a donc pas il longtemps. faut se renseigner, mais je ne vais pas citer son nom, je ne suis pas là pour ça. Il est professeur de droit constitutionnel, je crois. Enfin, il a été, maintenant je crois qu'il a démissionné de toutes ses fonctions. Donc je ne vais pas encore jeter une pierre supplémentaire. Donc elle explique sa jeunesse, dans notamment les vacances qu'elle passait avec ce beau-père et puis sa mère. Et en effet, bon, c'est le laxisme institutionnalisé, c'est la liberté sexuelle revendiquée, mais pas pour les enfants. Donc les enfants sont obligés de se soumettre à la nouvelle idéologie libertaire des parents. Donc les parents sont de gauche, ils sont pour la liberté sexuelle, et les enfants doivent subir cela, ils n'ont pas le droit de se révolter, quoi. Et Camille Kouchner et son jeune frère vont se soumettre finalement à cette petite dictature domestique. Apparemment, ils ne sont pas traumatisés, mais enfin, c'est un état d'esprit totalitaire qui transparaît chez nos braves gauchistes prétendument libertaires. Au niveau domestique, dans la famille, eh bien, on ne rigole pas, c'est le petit chef qui commande et les enfants obéissent. Donc on est libertaire, mais on n'est pas totalement pour la liberté, en tout cas. Pas pour les enfants en tout cas, pas pour les enfants des gauchistes, il faut qu'ils adhèrent à la nouvelle idéologie des parents. Eux, ils ont été rebelles, mais les enfants n'ont pas le droit de se rebeller. Ouais. C'est un peu, c'est tout à fait ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit dans son livre. On est pour sa propre liberté, mais pas pour celle des autres. Oui, notamment si ce sont les enfants, oui. C'est bon. Oui, tout à fait. C'est à sens unique. Vous évoquez également, c'est un sujet qu'on évoque, qu'on entend depuis une vingtaine d'années, la dévirilisation des hommes. Comment se manifeste-t-elle dans notre société? Alors les hommes sont accablés d'injures, de critiques, de beaucoup de reproches. Alors ils seraient potentiellement fascistes, potentiellement agresseurs sexuels, potentiellement arrogants, dominateurs envers des minorités, donc les femmes, voire même les immigrés, tout le monde. Enfin. Et l'homme blanc apparaît comme un monstre absolu qu'il faudrait absolument combattre. Et je trouve cette stigmatisation particulièrement injustifiée. Des femmes peuvent être violentes, des étrangers peuvent être violents. Ce n'est pas le privilège de l'homme blanc d'être violent et dominateur. Même s'il y a eu une période coloniale, etc. Mais tous les autres peuples ont pratiqué des invasions, des combats. Et alors, comment l'idéologie progressiste s'y prend-elle pour déviriliser les hommes ? En fait, c'est au niveau du discours que ça se passe. L'homme blanc est à l'image d'Adolf Hitler. Et donc, par essence, il est potentiellement diabolisé, il est potentiellement dangereux. Et les progressistes disent publiquement, eh bien, nous allons combattre cela, nous allons favoriser la diversité, respecter les minorités. Et d'ailleurs, souvent, les hommes qui disent ça sont dans une situation un petit peu difficile, parce que ce sont hommes blancs, mais ils disent, il faut lutter contre Adolf Hitler, ou plutôt le fantôme d'Adolf Hitler. Et ils se condamnent eux-mêmes à la surenchère. Ils ne peuvent pas apparaître en retraite sans cette idéologie. Ils subissent une obligation d'être sans arrêt vers l'exaltation de l'idéologie progressiste, d'être antiracistes, antifascistes, etc. Et ils ne peuvent pas
être modérés. Ils sont poussés vers les extrêmes, puisque ce sont des hommes et ils doivent montrer qu'ils se sont soumis à l'idéologie diversitaire. Ils se sont eux-mêmes auto-améliorés, formatés. Auto-déconstruits. Comme le mari de cette candidate écologiste, oui, Sandrine Rousseau. Tout à fait ça. Ils se sont auto-déconstruits, ils sont devenus des hommes déconstruits. Et voilà, bon, ils sont contents. Quick le ciseau. Voilà. C'est quoi les effets de cette dévirilisation dans la société ? Alors les effets sont pervers à court et à moyen et à long terme. Après, on n'ose plus s'exprimer librement. Les hommes, enfin une partie des hommes sont obligés de s'excuser et d'exister. En résumé, enfin, si on veut être synthétique. Si on dit quelque chose de travers, ah bah oui, tout de suite il faut s'excuser. Si on a des pensées un peu trop dominatrices ou masculines, bah, il faut s'excuser aussi. Enfin, on est sans arrêt dans la culpabilisation. On est tous des Harvey Weinstein en puissance, tout à fait. Ça ouais. Alors qu'Harvey Weinstein fait partie d'un petit milieu, le milieu du cinéma américain, et que tous les hommes n'ont pas autant de pouvoir sur les femmes que lui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, j'ai fait un petit aparté sur ces femmes qui ont été soi-disant agressées. Je ne conteste pas qu'elles aient été agressées, mais peut-être qu'eux également, elles étaient un petit peu volontaires pour décrocher des rôles. Harvey Weinstein avait la main longue et il pouvait peut-être leur procurer des rôles. Donc ça, c'est une histoire qui est vieille comme le cinéma. Elles se font passer pour des vierges effarouchées, mais enfin, bon, c'est pas prouvé. Ouais. Elles entrent de plein gré dans sa chambre d'hôtel. Oui, tout à fait. On ne les a pas forcées. Je veux bien reconnaître que Weinstein soit un gros porc. Moi, ça ne me dérange pas de le dire. Oui, c'était pas le bureau d'Harvey. Voilà. C'était sa chambre. Voilà, c'est ça. Donc, on ne les a pas forcés. Personne n'a dit qu'il avait kidnappé des femmes pour les violer. Donc, elles étaient consentantes. À propos de cette propagande féministe, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous dites elle transforme les hommes en connards et les femmes, je cite, en salopes. Oui, alors ce n'est pas moi qui ai sorti cette expression. Je reprends une youtubeuse, enfin une influenceuse française qui s'est exprimée sur le net, qui a posté de nombreuses vidéos sur le net. Et je reprends ses... c'est Virginie Vota. Voilà, qui s'appelle Virginie Vota. Donc je reprends ses analyses. Et cette expression connard et salope qui s'opposent les uns aux autres, c'est elle qui l'a mis en évidence. Alors, de son point de vue, en tant que femme, elle dit qu'elle rejette le féminisme. Elle n'est pas d'accord avec la posture des féministes qui sont sans arrêt en train de jouer au sauveur. Dans un trio qui est infernal. À côté, il y aurait les hommes qui seraient des bourreaux et les femmes qui seraient soumises ou victimes. Et puis les féministes se donneraient le beau rôle d'être les sauveurs des femmes. Et donc Virginie Vota est une femme et elle dit « moi je ne suis pas féministe ». Et je reprends dans un de mes chapitres son analyse. Elle dit les hommes ne sont pas forcément tous des connards et les femmes ne sont pas forcément tous des salopes. Parce que c'est un peu une relation entre les hommes et les femmes, connard-salope. Mais moi, je ne reprendrai pas cette terminologie. Je vous donne la parole, je cite Virginie Vota. Alors, autre aspect de cette idéologie progressisme, c'est la bougeotte. Dites-vous, le bonheur n'est pas un état, c'est une dynamique, une espèce de course, de fuite en avant, une course à l'échalote. À quoi conduit cette dynamique, en fait ? Alors les progressistes se projettent vers le futur. Ils rejettent le passé, mais ils sont progressistes, c'est-à-dire qu'ils ont une vision d'avenir. Ils proposent un monde meilleur, mais dans le futur. Donc, les lendemains qui chantent. Voilà, ce sont les lendemains qui chantent, réactualisés aujourd'hui. Du communisme d'hier. Voilà, du communisme. Alors c'est plus le communisme qui est à la mode, c'est la société libérale libertaire. Ils ont changé d'idéologie. Mais c'est une nouvelle idéologie internationaliste, comme le communisme. Et cette nouvelle idéologie internationaliste, pour eux, c'est le progrès. Donc, du moment qu'on bouge, qu'on avance dans cette direction, c'est bien. Et le conservatisme, l'immobilisme, c'est mal. Donc c'est du manichéisme, tout simplement, entre le bien et le mal. Se projeter dans le futur, vouloir construire la société parfaite, le nouveau paradis, la terre promise, c'est bien. Et être dans le conservatisme, c'est mal. D'ailleurs, il y a une dimension religieuse. Il faut marcher vers la terre promise. La République en marche, il faut marcher et atteindre un jour le paradis. Oui, on ne peut pas profiter de l'instant présent et être heureux maintenant. On ne s'arrête pas au bord de la route. Non, c'est pas possible, c'est pas acceptable pour eux en tout cas. Oui. Ceux qui s'arrêtent sur le bord de la route, c'est les gilets jaunes, les has-beens, les ringards. Tout à fait, pour eux, c'est ça, oui. L'innovation n'est pas le progrès. En fait, il faut dire oui en permanence. Dire non, c'est être réac, quoi. Tout à fait, ou conservateur, ou pire, réactionnaire. Alors là, c'est l'abomination.
Alors, vous citez les travaux du professeur de physique François Gervais. Son ouvrage « L'urgence climatique est un leurre » à TV Liberté. On l'avait reçu, François Gervais, ancien directeur du CNRS. Je crois qu'il est professeur, oui, de physique. Pour vous, le CO2 est donc devenu le nouveau bouc émissaire. C'est quoi l'objectif de l'écologisme aujourd'hui? Alors d'abord, il y a un premier bouc émissaire, c'est Adolf Hitler. Donc lui, c'est le mal absolu. Et comme ça ne suffisait pas, il nous faut un deuxième... Enfin, on a trouvé un deuxième bouc émissaire, le gaz carbonique, qu'on appelle aussi CO2. Et ce gaz émissaire, enfin ce bouc émissaire numéro 2, on a le droit de le stigmatiser parce qu'il n'est pas humain. Donc c'est un gaz gazeux. Comme c'est gazeux, ça va bien. On peut vouloir son extermination et ça ne pose aucun problème moral, contrairement à d'autres populations dans le passé qui étaient... Donc c'est pratique parce qu'on a l'impression que c'est autorisé, c'est bien, c'est moderne de vouloir le liquider. Et son grand avantage, c'est qu'on ne peut pas l'enfermer dans un camp de concentration ni le gazer. C'est l'avantage principal, mais en même temps, ça sature la communication. Quand on parle beaucoup de ça, et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autres choses, d'autres problèmes qui peut-être intéresseraient aussi les gens. Des problèmes plus prosaïques, par exemple le prix du carburant, etc., les problèmes dans les banlieues, tout ça. Ça permet d'évacuer tous les sujets. On se focalise beaucoup sur le gaz carbonique. Ça devient une grande cause mondiale, un grand raout planétaire. Et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Comme François Gervais, vous dites au contraire que ce dioxyde de carbone, ce CO2, est un bienfait pour l'humanité. Oui, il permet aux plantes de pousser. Les plantes ont besoin de CO2 pour pousser. Alors c'est ce que j'avais appris dans mes cours en 6e ou en 5e, et apparemment c'est devenu le mal absolu, quoi. Oui, c'est complètement délirant de vouloir combattre un gaz qui est utile aux plantes et donc utile à l'humanité. Là, c'est une contradiction majeure. C'est un effet secondaire d'une idéologie progressiste, soi-disant progressiste, qui se focalise sur un objectif, lutter contre le bouc émissaire nazi ou l'homme blanc, et puis qui ne voit plus certaines évidences. On s'assoit sur les règles élémentaires de la physique. On refuse de voir que le CO2 est bénéfique pour les plantes, donc pour les humains. Qu'est-ce que les progressistes préconisent pour mettre à mal, pour anéantir ce CO2 ? Ce sont des réductions. Alors, au niveau industriel, il faut faire des taxes, il faut réduire la consommation d'un peu tout et n'importe quoi. Il faut passer à l'éolienne, etc., qui seraient des énergies vertes. Et d'un point de vue administratif, qu'est-ce qui permettrait l'anéantissement, la réduction de ce CO2 ? Comment on s'organise ? Ça, c'est à eux qu'il faut demander. Moi, je n'adhère pas à cette idéologie, je la trouve contre-productive. Je remarque simplement que c'est un gros délire mondial. C'est une espèce de délire qui nous a envahis depuis quelques années. Et on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a aucune raison de vouloir lutter contre le CO2 comme si c'était le diable ou une réincarnation de je ne sais quel démon. C'est n'importe quoi. Ces progressistes veulent non pas appliquer le principe de subsidiarité. Ils voudraient qu'on règle le problème à la base, mais ils veulent régler le problème par le sommet. Voilà, donc là, ça permet d'accéder à une autre dimension qui est très utile pour le progressisme. C'est une gouvernance supranationale. Donc, comme le problème est mondial, il faudrait des solutions mondiales. Donc, une gouvernance mondiale. Donc là, c'est particulièrement intéressant pour les progressistes d'essayer d'asseoir cette gouvernance mondiale, dont bien sûr, ils seraient les bénéficiaires. Ils pensent à eux comme pour être les nouveaux gouvernants du monde. Et une fois que des instances supranationales commenceraient à dominer les États, avec les progressistes au sommet, au niveau supranational, ce sera parfait pour eux. Ils pourraient dominer le monde, diriger les États à la place des gouvernants légitimement élus par les peuples. Et donc, adieu la Ve République, puisque vous dites dans votre ouvrage que le président, le chef de l'État, est aujourd'hui soumis à des instances supranationales, privées ou publiques. Alors, il est soumis manifestement à la Commission de Bruxelles, comme tous les autres d'ailleurs chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. C'est incontestable, mais il en redemande. À chaque fois qu'il prend la parole pour parler de l'Europe, il veut plus d'Europe, c'est-à-dire moins de France. Et plus de souveraineté de la Commission européenne, ça veut dire moins de souveraineté pour les peuples. Parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Donc si la souveraineté est transférée à des instances supranationales, les peuples sont dépossédés de leur souveraineté, c'est-à-dire qu'on régresse dans un système non démocratique, dans un système oligarchique.
et potentiellement totalitaire à terme. Alors là, l'Union européenne est une instance supranationale publique. Il existe des instances supranationales privées, d'ordre privé, comme ce gestionnaire d'actifs américain, BlackRock, qui est entre guillemets venu en France un petit peu pour dicter la nouvelle réforme des retraites au président de la République en lui disant ça serait bien de faire comme ci parce que nous ça nous arrange. Oui, ce sont des considérations comptables. Ils veulent équilibrer les comptes, alors je les comprends. C'est vrai qu'il y a une tendance au vieillissement de la population, donc d'un point de vue économique, il faudrait trouver des solutions pour financer le poids futur des retraites. Mais là, on est dans des arguments comptables qui sont pas intéressants, enfin pas très intéressants, par rapport à la souveraineté, à la préservation de la souveraineté des peuples. On parle de gros sous, de comptabilité, de financement des retraites, ça a son importance. Mais si les peuples sont asservis et sont aux ordres d'une oligarchie cosmopolite, antifasciste, c'est quand même pire de perdre la démocratie plutôt que d'arriver à équilibrer des comptes, qui de toute façon ne sont pas équilibrés. Alors à propos d'asservissement, vous dites que la pandémie de Covid a été un moyen d'instaurer une ingénierie sociale de domestication des citoyens. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Cette pandémie a été une chance pour les progressistes d'avancer vers la société totalitaire dont ils rêvent, avec des instances supranationales dont ils seraient bien sûr les principaux participants. Alors les exemples sont multiples. Quand on vous donne l'ordre de rester chez vous ou de signer des attestations pour sortir de chez vous, on vous dit vous n'avez plus le droit de partir à l'étranger, vous n'avez plus le droit d'aller à X kilomètres de votre domicile, il vous faut attendre. Et avec des ordres et des contre-ordres, il ne faut pas porter le masque, il faut le porter, il faut vous faire vacciner tout le temps, une dose, 2 doses, 3 doses. Et vous stigmatisez en plus ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc on est vraiment dans du conditionnement. On prépare l'avènement d'une société totalitaire, post-démocratique, dirigée bien sûr par nos brillants progressistes. Et donc ça permet d'avancer tout doucement, lentement, mais sûrement on avance vers cette société non démocratique et oligarchique. Alors vous dites qu'une crise systémique arrivera bientôt dans les sociétés occidentales, notamment à cause de cet argent magique que nos banques centrales chéries impriment à tour de bras depuis plusieurs années, en 71, 2008, enfin il y a des grandes dates comme ça, un petit peu qui vont dans ce sens. À ce moment, la France, dites-vous, sera prête pour une nouvelle révolution. Vous pensez que cette révolution, on peut l'éviter ou est-ce qu'il y aura un sursaut ? Alors, je suis certain que la création monétaire de la part de la Banque Centrale Européenne va créer de l'inflation. D'ailleurs, ça commence déjà. Vous pourrez bientôt vous en apercevoir. Alors, une inflation qui monte de plus en plus, qui s'appelle de l'hyperinflation. Et l'hyperinflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les salaires, les pensions de retraite ne vont pas suivre le mouvement. Il y a toujours un décalage dans le temps et puis les réévaluations se font avec un niveau inférieur au taux réel d'inflation. Donc la baisse du pouvoir d'achat, qui a déjà commencé, va provoquer, selon moi, une réaction violente en France. Il y a déjà eu le mouvement des Gilets jaunes, à cause d'une taxation sur l'essence. Là, quand la population française va s'apercevoir que c'est le pouvoir d'achat qui baisse pour tout le monde, et que les salaires ne suivent pas, ni les pensions de retraite, à mon avis, on risque l'explosion. Un mouvement révolutionnaire. On peut considérer que les Gilets jaunes, c'est un mouvement pré-révolutionnaire, et là, on avance encore d'un cran vers un risque de mouvement révolutionnaire. Donc, vous pensez que le mouvement anti-pass vaccinal est la suite des Gilets jaunes ? Oui, c'est un mouvement d'opposition au gouvernement, oui. Potentiellement, c'est un cran supplémentaire. Si le gouvernement insiste, après les élections, s'ils veulent imposer la vaccination obligatoire, à mon avis, ça risque de bloquer. Ils ne le feront pas avant les élections parce que c'est trop risqué, mais s'ils veulent le faire après, à mon avis, en France, avec l'état d'esprit actuel, on peut aboutir à une révolution parce qu'en effet, se faire injecter des substances plus ou moins expérimentales dans le corps, ça peut provoquer des réactions violentes et légitimes de la part d'une partie de la population. Est-ce que vous pensez que le gouvernement attend cette réaction populaire de violence pour éventuellement instaurer des lois de coercition encore plus dures ? Est-ce que tout n'est pas fait pour qu'on aille vers cet affrontement, pour que ça serve au gouvernement de prétexte pour imposer des mesures c'est possible violentes contre le peuple ? Mais je ne leur conseille pas, parce qu'à ce moment-là, ils joueraient avec le feu. Là. Ils risquent de se faire brûler par le retour de flamme.
s'ils sont dans cette stratégie de violence programmée, ils vont l'avoir. On veut nous emmerder jusqu'au bout, voilà. dit le président. Oui, mais je ne sais pas s'il veut une révolution qui va le renverser. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif. Mais après, quand ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter aussi. Donc moi, je ne leur conseillerais pas de faire ça. Après, s'ils veulent jouer avec le feu, ils le feront. Moi, je ne suis pas dirigeant, je n'ai pas de conseil à donner à Emmanuel Macron. Qu'ils viennent me chercher, avait-il dit voilà, au moment de cette petite révolution des Gilets jaunes. Un jour, ça va venir. Enfin, en avril prochain, il est possible qu'il se fasse virer. Et puis s'il est réélu et qu'il se lance dans ce genre de provocation, il est possible aussi qu'on aille un jour le chercher. Sera-t-il le nouveau Ceausescu du XXIe siècle? On le saura bientôt. En tout cas, en attendant, vous pouvez vous offrir ce petit ouvrage intéressant, L'homme blanc déshumanisé, chez Godefroy de Bouillon. Jean-Luc Tary, merci.